Je me rappelle encore le son exact de la porte d'entrée en bois qui claquait derrière moi. Ce n'était pas seulement le lourd choc du bois contre le cadre de la porte. C'était une détonation forte, agressive et incroyablement définitive qui a résonné dans l'air glacial, me verrouillant pour de bon hors de ma propre vie. Je suis resté figé sur le béton glacé de l'allée, mon souffle se transformant immédiatement en d'épais nuages blancs dans ce froid mordant. Je tremblais violemment dans une veste d'automne mince et usée qui n'était jamais destinée à une nuit de décembre. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir mon téléphone. L'écran brillait d'un rouge colérique dans l'obscurité, affichant exactement 12% de batterie restante. Je n'avais pas de chargeur avec moi. Je n'avais absolument pas d'argent liquide dans mes poches. Et la voix de ma mère ne cessait de repasser en boucle continue et agonisante dans ma tête, incisive et venimeuse, coupant à travers le vent d'hiver. Ton frère est un génie. Elle me l'avait lancé avec mépris quelques instants plus tôt, ses yeux froids et remplis d'un dégoût total. Tu n'es qu'un fardeau. Elle l'avait dit si facilement, si naturellement, comme si elle jetait un sac poubelle qui était resté trop longtemps dans la cuisine. Mon cœur battait contre mes côtes à un rythme frénétique et terrifiant, rempli d'un mélange toxique de rage pure et aveuglante et d'un incrédulisme étouffant. J'avais 18 ans. J'avais passé toute ma vie à faire de mon mieux pour ne pas me faire remarquer, à faire mes corvées sans me plaindre et à essayer d'exister silencieusement dans une maison à laquelle je n'appartenais clairement pas. Maintenant, tout mon avenir, ma sécurité et ma dignité humaine fondamentale m'étaient arrachés en quelques secondes, et je n'avais absolument nulle part où aller. Avez-vous déjà eu l'impression d'être un étranger complet dans votre propre maison ? Avez-vous déjà regardé les personnes même censées vous protéger et vous élever, pour réaliser quels étaient vos ennemis les plus dangereux ? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai frotté mes mains congelées l'une contre l'autre, mais la friction frénétique ne faisait absolument rien pour empêcher le froid mordant de s'infiltrer dans mes os. J'ai lentement tourné la tête et regardé en arrière vers la maison. Mes yeux se sont naturellement dirigés vers la grande fenêtre du 2e étage. C'était ma fenêtre, ma chambre, mon seul petit sanctuaire dans une maison pleine d'hostilité. À travers le verre recouvert de grives, je pouvais clairement voir la lumière jaune chaude et accueillante d'une lampe de chevet. Et là se trouvait mon jeune frère, Declan. Il avait 16 ans, confortablement enveloppé dans une épaisse et coûteuse couverture chauffante, faisant défiler son téléphone tout en étant allongé sur le matelas exact sur lequel j'avais dormi pendant une décennie. Il n'a même pas pris la peine de regarder par la fenêtre. Il s'en fichait complètement que son grand frère soit en train de geler à mort dans l'allée. Il avait gagné la guerre tacite, et pour lui, c'était la seule chose qui comptait. Mes parents, Merrick et Rowena, avaient toujours traité notre maison comme une grande scène de théâtre. Et Declan était la star incontestable du spectacle. Je n'étais que le régisseur non payé et non apprécié, censé balayer le sol, placer les accessoires et rester complètement hors des projecteurs. Mais ce soir-là, il m'avait officiellement renvoyé de la production. La cruauté pure de la situation m'a paralysé pendant plusieurs minutes. Je suis resté à fixer cette fenêtre chaude, attendant que la porte d'entrée s'ouvre, attendant que mon père sorte et dise que c'était une plaisanterie de mauvais goût, une punition temporaire. Mais la porte est restée fermée hermétiquement. La lumière du porche s'est éteinte, plongeant l'allée dans une obscurité totale. C'était leur réponse finale. J'ai remonté mon mince col autour de mon cou, essayant de protéger ma gorge du vent mordant. J'ai tourné le dos à la seule maison que j'avais jamais connue et j'ai commencé à marcher dans la rue glacée. Les lampadaires clignotaient sporadiquement au-dessus de moi, projetant des ombres longues, solitaires et déformées sur le trottoir recouvert de neige. Je n'avais rien d'autre qu'un téléphone presque déchargé et les vêtements que je portais. J'ai avancé dans le noir, pensant que ce moment précis était le fond du gouffre. Je pensais que rien ne pouvait faire plus mal que d'être jeté comme une ordure. Mais je me trompais. La douleur de cette nuit n'était que le grand final. La vraie douleur persistante était tout ce qu'il m'avait méticuleusement fait subir avant cette nuit-là. J'ai fait de mon mieux pour être complètement invisible pendant la majeure partie de ma vie. Je croyais sincèrement que si je ne prenais pas trop de place, si je ne demandais pas trop d'argent ou d'attention, il finirait par remarquer mes efforts silencieux et déciderait de m'aimer. C'est une pensée incroyablement pitoyable avec le recul. Mais quand vous êtes un enfant vulnérable, vous vous accrochez à la moindre étincelle d'espoir que vous pouvez trouver. Mon enfance n'était pas un ensemble de souvenirs heureux. C'était comme un musée d'humiliation silencieuse. C'était rempli d'expositions quotidiennes d'injustices que j'étais forcé de traverser et de subir chaque jour. Commençons par la première grande exposition au collège.
J'ai passé 3 semaines agonisantes à construire un circuit imprimé complexe et entièrement fonctionnel pour un projet de foire scientifique régionale. Je restais debout tard chaque nuit à lire de lourds livres de bibliothèque, à souder des fils délicats, en y mettant tout mon cœur et mon âme pour le rendre parfait. C'était la meilleure chose que j'ai jamais créée, un vrai témoignage de mon travail acharné. La veille de la foire, je l'ai laissé soigneusement sur le bord de la table de la cuisine. Declan est entré dans la cuisine en portant une grande carafe d'eau glacée. Il a trébuché sur le pied d'une chaise qui n'était même pas du tout sur son chemin et a renversé toute la carafe directement sur mon projet. Le circuit a court-circuité instantanément dans un fort claquement et un grésillement. Tout mon travail méticuleux a été détruit en une seconde. Quand je me suis énervé et que j'ai crié après lui, mon père, Méric, a fait irruption dans la pièce. Il m'a attrapé fermement par l'épaule et m'a hurlé dessus en plein visage. Il m'a sévèrement puni pour avoir laissé mon projet sur la table de la cuisine, prétendant que j'avais créé un danger de trébuchement pour mon maladroit petit frère. J'ai été privé de sortie pendant toute une semaine. Declan a eu droit à un grand bol de glace haut de gamme pour calmer ses nerfs délicats. Ensuite, il y a eu la situation constante et humiliante des vêtements. Au moment où je suis arrivé au lycée, je portais des sous-vêtements râpeux d'un magasin d'occasion avec des élastiques détendus et des t-shirts délavés d'au moins 2 tailles trop grandes. J'avais l'air d'un cas social vivant. Chaque fois que je demandais de nouveaux vêtements, de simples jeans à ma taille, ma mère soupirait dramatiquement, se frottait les tempes et disait « L'argent était incroyablement court ce mois-ci ». Mais dès le lendemain après-midi, un grand carton de livraison arrivait sur le porche, contenant des baskets en édition limitée à $300 pour Declan. Quand j'ai osé remettre en question cette hypocrisie flagrante, ma mère n'a même pas cillé. Elle m'a regardé comme si j'étais un idiot. Declan a une image sociale très importante à maintenir, Silas, a-t-elle dit d'un air méprisant. De toute façon, tu restes juste dans ta chambre à jouer sur ton ordinateur. Tu n'as pas besoin de chaussures élégantes pour rester assis dans le noir. La seule personne de toute cette lignée de sang qui m'a réellement vu, le vrai moi, était mon grand-père Gideon. C'était le père de mon père. Un homme âgé dur, pragmatique, aux mains calleuses. Un esprit vif et un cœur qui voyait à travers les absurdités superficielles de Rowana et Méric. Il est décédé quand j'avais 15 ans, mais je n'oublierai jamais mon 14e anniversaire. La maison était bruyante, mes parents organisant une fête principalement pour féliciter Declan pour une réalisation mineure et insignifiante. Grand-père m'a pris par le bras et m'a emmené sur le porche arrière silencieux, loin du bruit toxique. Il a glissé une petite boîte, étonnamment lourde, dans ma main. Je l'ai ouverte pour y trouver un disque dur externe professionnel de haute capacité et un ensemble de manuels de programmation. Je l'ai regardé, complètement choqué par la valeur du cadeau. Il s'est approché, sentant la sueur de bois et la menthe poivrée, et a chuchoté, « C'est toi qui as le vrai cerveau dans cette famille, Silas. Ne laisse pas ces imbéciles te dire le contraire. Construis ton propre monde. » Il a vu mon potentiel caché. Il savait exactement ce qu'il faisait à mon estime de moi. Quand il est mort 1 an plus tard, une grande partie de mon âme est partie dans la terre avec lui. Après cette perte dévastatrice, je me suis encore plus replié sur moi-même. J'ai essayé encore plus fort d'être un fantôme dans ma propre maison. J'ai foolishly pensé que si je restais simplement hors du chemin de Declan, je survivrais jusqu'à la fin du lycée pour ensuite m'échapper proprement. J'étais tellement naïf. Je ne réalisais pas que les fantômes dans cette maison étaient destinés à être exorcisés de force. Je pensais pouvoir juste attendre que le temps passe. Mais ensuite est arrivé l'incident avec l'ordinateur portable. Ce fut la première vraie étincelle qui a finalement tout réduit en cendres. J'ai travaillé dans un emploi d'aménagement paysager éreintant et épuisant pendant toute la chaleur étouffante de l'été précédant ma première année de lycée. J'ai arraché des mauvaises herbes tenaces, porté de lourds sacs de paillis mouillés sur mes épaules et tondu d'immenses pelouses jusqu'à ce que mes mains soient couvertes d'ampoules épaisses et de peaux à vif. Chaque dollar que je gagnais, moins ce dont j'avais besoin pour des repas bon marché, allait directement dans un bocal en verre caché soigneusement sous une lame de parquet desserrée dans ma chambre. S'économiser pour un ordinateur portable d'occasion correct et fiable, car je m'enseignais activement à écrire du code complexe. Et l'ancien ordinateur de bureau familial rempli de poussière dans le salon ressemblait à un réacteur d'avion en train de mourir prêt à exploser chaque fois que j'ouvrais un navigateur de base. Après des mois à suer sous un soleil brutal, j'avais enfin assez d'argent. J'ai acheté une machine solide. Ce n'était pas neuf ni clinquant, mais c'était rapide, fiable et,
plus important encore, c'était à moi. J'ai passé des semaines à écrire des milliers de lignes de code pour un projet final massif pour mon cours d'informatique avancée. Un projet qui pouvait potentiellement me garantir une bourse universitaire. Un mardi après-midi ordinaire, je suis rentré chez moi après une longue journée d'école et je suis entré directement dans ma chambre. Mon cœur s'est arrêté net dans ma poitrine. Mon précieux ordinateur portable était ouvert sur mon bureau, l'écran brillant d'un bleu vif inquiétant, complètement rempli de milliers de fenêtres intempestives chaotiques. Declan était assis de manière décontractée dans ma chaise, cliquant frénétiquement et sans réfléchir sur la souris. Je me suis précipité, je l'ai poussé brusquement sur le côté et j'ai regardé l'écran ruiné avec une horreur pure. Il avait essayé de contourner un paywall pour télécharger un jeu vidéo piraté et hautement illégal à partir d'un site web très suspect. Et l'ordinateur portable était maintenant infecté par un virus massif et agressif. Il cryptait et supprimait rapidement des fichiers système vitaux sous mes yeux. J'ai désespérément essayé de l'arrêter, en tapant des invites de commande aussi vite que mes doigts le pouvaient. Mais c'était beaucoup trop tard. Mon projet de programmation, représentant des mois de travail acharné et épuisant, a été entièrement effacé, disparu dans le vide numérique. J'ai complètement perdu mon sang-froid. Pour la première fois de toute ma misérable vie, je lui ai hurlé dessus de toutes mes forces. J'ai exigé de savoir pourquoi il s'introduisait dans ma chambre et touchait à mes affaires personnelles. Le bruit fort a immédiatement fait monter ma mère en courroux dans les escaliers. A-t-elle demandé ce qui s'était passé? A-t-elle réprimandé Declan pour avoir envahi mon intimité et ruiné mon équipement coûteux? Bien sûr que non. Rowana s'est immédiatement interposé entre nous comme un bouclier protecteur, me traitant comme un chien enragé dangereux attaquant un chiot innocent et sans défense. Ce n'est qu'un stupide vieil ordinateur, Silas, arrête de crier comme un fou furieux. Declan étudie dur pour ses examens. Son cerveau est de l'or pur en ce moment. Il avait besoin d'une pause rapide et a fait une minuscule erreur parce qu'il est sous tellement de stress, a-t-elle crié, en tapotant de manière agressive le bras de Declan pour le réconforter. J'étais complètement sidéré, réduit au silence. Je l'ai regardé, réalisant vraiment à ce moment précis qu'elle le défendrait vigoureusement, même s'il mettait intentionnellement le feu à la maison avec moi à l'intérieur. Mais le lendemain matin, le cauchemar a empiré. Je suis sorti dans l'allée pour prendre ma voiture et aller à l'école. C'était une vieille berline délabrée que j'avais passé des week-ends à réparer entièrement moi-même, en réparant les freins usés, en changeant l'huile sale et en la faisant fonctionner correctement. La carte grise était techniquement au nom de mon père uniquement pour des raisons d'assurance, mais il était universellement compris que c'était mon véhicule. Quand je suis sorti, Declan était assis confortablement sur le siège du conducteur, faisant vrombir le moteur de manière odieuse. J'ai frappé à la vitre et lui ai dit de sortir. Mon père est sorti sur le porche, calmement, tenant une tasse de café chaud, et m'a informé de manière décontractée qu'il avait officiellement transféré la carte grise du véhicule à Declan. Ton frère a besoin d'un moyen de transport très fiable pour ses visites importantes d'université le mois prochain, a dit Merrick, sans même prendre la peine de me regarder dans les yeux. Tu peux prendre le bus public. La voiture, la chambre, mon intimité, mon travail acharné. Tout m'était systématiquement et impitoyablement arraché. Ils effaçaient agressivement mon empreinte dans cette maison. Pièce par pièce, préparant ardemment un grand avenir qui n'incluait que leur enfant chéri. Mais lors du dîner plus tard cette semaine-là, ils ont finalement lâché la vraie bombe dévastatrice. Le dîner de ce vendredi fatidique semblait incroyablement différent dès le moment où je me suis assis à la table. Il y avait une énergie troublante, presque vibrante dans l'air. Merrick s'est fièrement versé un grand verre d'un vin rouge coûteux, une occurrence très rare dans notre foyer habituellement avare. Rowana rayonnait pratiquement, regardant Declan à travers la table comme s'il venait de guérir à lui seul une maladie mondiale majeure. Declan était assis là, souriant d'un air arrogant, coupant son steak coûteux avec une confiance suffisante qui me retournait l'estomac de dégoût. J'ai piqué silencieusement mes pas de bon marché, attendant désespérément l'annonce dramatique inévitable. Merrick s'est raclé la gorge bruyamment et a tapé sur son verre de vin avec une fourchette en argent pour capter notre attention. Nous avons de vraiment merveilleuses nouvelles à partager avec la famille ce soir, a-t-il commencé, en regardant fièrement et exclusivement Declan. Ton frère a été officiellement accepté dans un programme préparatoire privé d'élite de la Ivy League pour sa dernière année. C'est une opportunité incroyable, unique dans une vie, qui lui garantira absolument une acceptation précoce dans une université de premier plan. J'ai juste hoché la tête en silence,
mâchant mécaniquement ma nourriture. Tant mieux pour lui, ai-je pensé. Je voulais juste finir ce repas tendu et retourner dans la sécurité misérable de ma chambre. Cependant, Méric a continué, sa voix prenant soudainement un ton beaucoup plus sérieux et professionnel. Les frais de scolarité pour ce programme d'élite sont incroyablement élevés. Donc, ta mère et moi avons pris une décision exécutive finale concernant le fonds de fiducie de Gideon. J'ai arrêté de mâcher instantanément. Ma fourchette en métal a frappé l'assiette en céramique avec un tintement fort. Lorsque mon grand-père Gideon est tragiquement décédé, son testament légal officiel stipulait clairement qu'il laissait un fonds de fiducie spécifique uniquement pour l'éducation de ses petits-enfants. Mais il y avait une énorme condition que mes parents détestaient. Il avait mis de côté exactement 100 000 $ et les documents légaux nommaient explicitement Silas comme seul bénéficiaire principal, les fonds devant être automatiquement libérés lors de mon obtention officielle du diplôme d'études secondaires. Mes parents étaient simplement répertoriés comme gestionnaires tuteurs temporaires jusqu'à cette date, mais l'argent était sans équivoque le mien. Nous allons liquider légalement le fonds à l'avance et utiliser l'intégralité de celui-ci pour couvrir le programme de préparation de Declan et ses futures dépenses universitaires prestigieuses, a dit Méric avec fluidité. En buvant une gorgée de vin comme s'il venait de lire le bulletin météo quotidien. Je me suis levé si vite que ma lourde chaise en bois a raclé bruyamment le sol en dur, manquant de se renverser. Ma voix tremblait violemment, non pas de peur, but d'une rage profondément enracinée si profonde qu'elle floutait littéralement ma vision sur les bords. Vous ne pouvez absolument pas faire ça. C'est mon argent. Grand-père l'a laissé explicitement à mon nom pour mes études supérieures. Vous le savez. Rowana a frappé violemment sa main sur la table, faisant teinter les couteaux et fourchettes. Ne t'avise pas de parler à ton père sur ce ton. Tu es tellement incroyablement égoïste, Silas. Regarde tes notes médiocres. Regarde ton attitude terrible et maussade. Tu ne vas absolument nulle part dans la vie. Ton frère est un génie. Tu n'es qu'un fardeau. Nous ne allons pas gaspiller 100 000 $ pour quelqu'un qui n'a absolument aucune ambition alors que Declan peut l'utiliser pour changer le monde entier. Ce n'est pas un génie, ai-je hurlé en retour, ma voix déraillant sous la fureur. Il échoue à la moitié de ses cours de base et vole mon travail acharné parce qu'il est trop paresseux pour faire le sien. Méric s'est levé brusquement, son visage prenant une nuance de violet dangereuse sous la colère. Ça suffit. J'en ai complètement fini avec ton manque de respect sans fin. Sors de ma maison tout de suite. Je suis resté figé. L'air quittant mes poumons. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu l'as entendu haut et fort, a ricané Rowana avec haine, en pointant un doigt manucuré et tremblant directement vers la porte d'entrée. Si tu détestes tellement cette famille généreuse, pars. Va faire ton sac tout de suite et sors de notre vue. Je ne me suis plus disputé. Je ne suis pas tombé à genoux pour supplier sa miséricorde. Je me suis retourné, j'ai monté les escaliers d'un pas lourd, j'ai attrapé un sac à dos en toile délavée et j'y ai fourré quelques t-shirts simples et des chaussettes usées. J'ai pris mon téléphone, je suis redescendu et je suis sorti directement par la porte d'entrée dans la nuit glaciale. Je n'ai pas versé une seule larme quand la lourde porte a claqué derrière moi. Je suis parti avec absolument rien d'autre que les vêtements bon marché que je portais. Il pensait sincèrement qu'il m'avait tout pris avec succès. Mais il ne savait pas que je détenais encore un secret mortel. La toute première nuit, dormir dans les rues impitoyables a été un rappel à la réalité rude et brutale. L'adrénaline de la colère qui avait alimenté mon départ s'est complètement dissipée vers 2 heures du matin, me laissant trembler violemment derrière une laverie automatique ouverte 24h/24. Je me suis blotti désespérément contre le grand conduit d'évacuation en métal, absorbant l'air chaud et humide qui sentait fort la lessive florale artificielle bon marché et les peluches. Mon téléphone était complètement éteint, une brique inutile de verre et de métal dans ma poche. Mon estomac tordait de faim, une douleur aiguë me rappelant le dîner que je n'avais jamais fini. J'avais exactement 20 $ froissés dans ma poche. J'ai regardé la neige congelée tomber lourdement autour de moi, enterrant mon ancienne vie. Et je me suis promis là, tremblant dans la saleté, que je ne dépendrais plus jamais d'un autre être humain. Le lendemain matin, dès que le soleil a dépassé l'horizon, j'ai marché 3 miles agonisant à travers la neige jusqu'au seul endroit où je pouvais penser aller, la maison de Jay. J'ai été mon seul ami vrai et loyal, un gars que je connaissais et en qui j'avais confiance depuis le collège. Sa famille n'était aucunement riche, mais ils avaient un cœur ouvrier solide. Quand Jay a ouvert la porte et m'a vu sur son petit Porsche, congelé, pâle et ressemblant exactement à un chien errant battu,
il m'a fait entrer sans poser une seule question ennuyeuse. Il m'a immédiatement donné un repas chaud et copieux d'œufs et de toast et m'a laissé rester dans son garage détaché et non chauffé. Ça sentait fort la vieille huile de moteur, le carton humide et l'essence de tondeuse à gazon, et le sol en béton fissuré était glacial, mais il y avait un toit solide, un cadenas fonctionnel et une seule prise électrique. Pour moi, à ce moment-là, c'était un palais luxueux comparé à la ruelle derrière la laverie. Je savais que je ne pouvais pas y rester gratuitement pour toujours sans devenir un fardeau pour sa famille. Je suis immédiatement passé en mode de survie complet. J'ai arpenté le trottoir glacé le lendemain et j'ai miraculeusement trouvé 3 emplois mal payés séparés en une seule semaine. Je me levais à 4 heures du matin pour décharger agressivement de lourds camions de livraison dans un supermarché local, mes muscles hurlant de douleur. Les après-midi chargés, je lavais de la vaisselle graisseuse dans un restaurant bruyant où le gérant en colère criait par-dessus le bruit des assiettes entrechoquées. La nuit, assis dans le garage froid, j'utilisais les compétences techniques que grand-père Gideon m'avait enseignées pour réparer des téléphones endommagés par l'eau et des ordinateurs portables fissurés pour de l'argent liquide au noir. Je gagnais environ $12 de l'heure, réduisant mes os et mon esprit en poussière, dormant peut-être 4 heures hachées par nuit sur un mauvais lit de camp pliant dans le garage glacial de Jay. Mais je ne faisais pas que survivre aveuglément. Je planifiais soigneusement. J'ai secrètement pris une partie de mes maigres gains et je me suis inscrit à un programme de certification informatique du soir intensif et rapide dans un collège communautaire de l'autre côté de la ville. J'ai payé les frais de scolarité entièrement en liquide, donnant à la caissière d'épaisses piles de billets de 5 et 10 $ froissés. J'ai caché mon épuisement profond et ancré jusqu'aux os derrière de grandes tasses de café noir bon marché et une volonté pure et non filtrée. Je m'asseyais tout au fond de la classe lumineuse dans mes vêtements de travail tanchés de graisse et odorants, prenant agressivement des notes détaillées jusqu'à ce que mes doigts crampent et se bloquent physiquement. Je construisais silencieusement une fondation solide et massive faite de terre, de sueur et de hargne, brique par brique douloureuse. Si vous appréciez sincèrement l'histoire jusqu'à présent, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne. Cela m'aide vraiment beaucoup. Pendant quelques mois éreintants, j'ai réellement pensé que le pire était derrière moi. J'étais perpétuellement fatigué, oui, mais j'étais enfin libre de leur emprise toxique. Je me remettais lentement sur pied, créant une vraie vie qui n'appartenait qu'à moi, jusqu'à ce que le téléphone sonne soudainement lors d'un mardi soir glacial. Et les rabatteurs agressifs de la famille ont commencé leur attaque coordonnée. L'attaque coordonnée contre moi n'a pas commencé par un appel téléphonique direct. Elle a commencé sur les réseaux sociaux publics. Je n'avais pas consulté mon compte Facebook depuis plusieurs mois, car j'étais beaucoup trop occupé à travailler à 3 emplois épuisants pour me soucier des fils d'actualité numérique de quiconque. J'ai été arrivé en courant dans le garage un soir en tenant son téléphone, le visage pâle et les yeux grands ouverts. « Silas, mec, tu dois vraiment t'asseoir et regarder ça. » C'était une publication publique de ma tante Kreza. C'était la sœur aînée de Rowena, une femme amère qui raffolait du drame familial et adorait jouer l'autorité morale sainte de toute la famille élargie. La publication était un paragraphe long, incroyablement dramatique et entièrement fabriqué identifiant publiquement mon profil. On pouvait y lire mot pour mot, « S'il vous plaît, gardez notre belle famille dans vos prières les plus profondes aujourd'hui. » Mon neveu Silas a enfin montré ses vraies couleurs sombres. Après avoir volé agressivement de l'argent à ses parents aimants et travailleurs, il s'est enfui d'un foyer formidable, abandonnant complètement son pauvre jeune frère doué qu'il a toujours admiré. Cela me brise le cœur en 1000 morceaux de voir un enfant aussi toxique et terriblement ingrat blesser intentionnellement les personnes incroyables qui lui ont absolument tout donné. J'ai fixé intensément l'écran brillant, ma mâchoire se serrant si fort que mes dents me faisaient mal. La section des commentaires sous la publication était complètement inondée par divers parents et anciens amis de la famille secouant la tête numériquement, m'appelant ouvertement une honte absolue et affirmant qu'ils avaient toujours su que j'avais une attitude profondément défectueuse. Mon propre téléphone, que j'avais enfin réussi à réparer et à charger, a commencé à exploser de messages textuels en colère provenant de cousins éloignés à qui je n'avais pas parlé depuis plus de 5 ans. Ils m'appelaient la lie de l'humanité. Ils exigeaient agressivement que je doive à mes parents effondrer des excuses publiques massives. Ma propre mère et mon père armaient la famille élargie, se peignant brillamment comme les victimes endeuillées et innocentes pendant que j'étais ici, dormant littéralement sur un sol en béton glacial. Mais la publication Facebook virale n'était qu'une distraction calculée. Un écran de fumée émotionnelle épais pour leur véritable plan sinistre. Le lendemain après-midi, un facteur en uniforme a monté la longue allée de Jay et m'a remis une enveloppe recommandée épaisse et lourde nécessitant ma signature.
L'adresse de retour en relief appartenait à un cabinet d'avocats très haut de gamme et coûteux du centre-ville. J'ai déchiré le papier épais, mes mains complètement recouvertes de graisse noire pour avoir réparé une carte mère d'ordinateur portable cassée quelques instants plus tôt. C'était une notification officielle et terrifiante d'une audience judiciaire obligatoire. Merrick et Rowena avaient officiellement et légalement déposé une poursuite massive contre moi. Ils pétitionnaient formellement auprès d'un juge du comté pour obtenir le contrôle tutélaire d'urgence complet sur le fonds de fiducie de 100 000 $ de grand-père Gideon. Leurs motifs légaux énoncés, le document lourdement formulé affirmait de manière agressive que Silas était sévèrement instable mentalement, affichant un comportement extrêmement erratique et dangereux, et complètement incapable de gérer en toute sécurité des actifs financiers importants. Ils essayaient littéralement de me faire déclarer légalement irresponsable juste pour pouvoir me voler l'argent sous le nez. Ils savaient que le compte de fiducie était actuellement gelé par les protocoles de sécurité de la banque jusqu'à ce que mon 18e anniversaire soit pleinement traité avec les documents légaux requis. Ils essayaient de contourner tout le système bancaire, d'utiliser ma disparition soudaine qu'ils avaient directement causée en me mettant à la porte comme preuve irréfutable que j'étais un délinquant en fuite et instable. Et de prendre la forme masse d'argent liquide pour financer le mode de vie incroyablement gâté et luxueux de deux clans. Ils voulaient mon tout dernier centime. Ils me voulaient destitute, détruit et finalement rampant vers leur porte d'entrée à genoux, suppliant pour un morceau de pain pitoyable. Mais je n'allais plus me taire et subir les abus. Je serais fier de les affronter au tribunal. Le matin de l'audience très attendue. Le ciel dehors était d'une nuance de gris déprimante et il pleuvait une lourde pluie glaciale. Je suis entré dans le grand tribunal du comté en portant un costume d'occasion à 20 $ qui était légèrement trop grand aux épaules et sentait légèrement la vieille antimite. Je portais un dossier en plastique fissuré bon marché serré contre ma poitrine, rempli de tous mes documents vitaux. Je n'avais pas d'avocat élégant assis à côté de moi. Je ne pouvais tout simplement pas m'en offrir un. Quand j'ai poussé avec courage les lourdes portes en bois ornées de la salle d'audience, je les ai immédiatement vues. Merrick et Rowena étaient assis confortablement à la table en chêne polie des demandeurs. Ils avaient l'air absolument immaculés. Mon père portait un costume bleu marine parfaitement ajusté et ma mère portait une robe de designer conservatrice mais clairement incroyablement coûteuse. Ils ressemblaient exactement au couple de banlieue aisée, respectable et parfait. Deux clans étaient visiblement absents. Il était probablement de retour à la maison à dormir confortablement dans mon ancien lit. Quand Rowena m'a vu entrer, elle a immédiatement sorti un mouchoir en dentelle blanche et a commencé à tapoter délicatement ses yeux complètement secs, chuchotant quelque chose d'urgent à leur avocat très coûteux et à l'allure élégante. La juge supervisant ce cas spécifique était la juge à solde. C'était une femme âgée au regard sévère, aux yeux observateurs et perçants, qui ne semblait avoir aucune patience pour les absurdités dans une salle d'audience. L'audience a officiellement commencé. L'avocat coûteux de mes parents s'est levé avec confiance et a peint un tableau incroyablement tragique et fabriqué. Il a parlé en détail de la façon dont j'avais cruellement abandonné la famille aimante. Comment je vivais dans un garage sale, mentalement instable et extrêmement téméraire. Rowena a en fait sangloté à haute voix, un hoquet théâtral fort. Lorsque l'avocat a mentionné de manière dramatique à quel point il craignait constamment pour mon avenir ruiné, ils ont formellement demandé à la juge de leur accorder le contrôle d'urgence immédiat sur les 100 000 $ pour les protéger en toute sécurité de mes habitudes de dépenses erratiques et dangereuses. Puis ce fut mon tour de parler. Je me suis levé lentement. Mes genoux tremblaient légèrement sous la table, mais ma voix était étonnamment claire et stable. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié de colère. J'ai simplement remis mon dossier en plastique bon marché à l'huissier armé qui l'a rapidement transmis à la juge à solde sur le haut banc. À l'intérieur de ce dossier se trouvaient mes fiches de paie détaillées de 3 emplois éreintants, mon dossier de présence parfait à mes cours d'informatique du soir, une copie certifiée du document de fiducie original et un rapport juré d'un expert indépendant en écriture comparant mes signatures vérifiées avec l'autorisation contestée. Votre honneur, ai-je dit clairement, en la regardant droit dans les yeux, je ne suis pas instable mentalement. Je cumule activement 3 emplois manuels et je vais à l'école le soir après qu'ils m'ont expulsé de force de leur maison dans la neige hivernale. Ils ne veulent pas me protéger de cet argent. Ils veulent me le voler pour le donner à mon jeune frère. La juge à solde a feuilleté silencieusement la pile de papier. Elle s'est arrêtée pendant un long moment tendu. Elle a ensuite ramassé un document juridique séparé soumis plus tôt par l'avocat de mes parents, un formulaire d'autorisation de retrait qu'il affirmait violemment que j'avais signé volontairement une semaine avant de prétendre m'être enfui, leur donnant la pleine permission légale d'accéder au fonds.
La juge à solde a rétréci ses yeux perçants. Elle a regardé de près ma carte d'identité officielle de l'État, que j'avais fournie dans le dossier, et a soigneusement comparé la signature sur la carte au document. Elle a ensuite regardé l'avocat des parents avec un regard si froid qu'il pourrait geler l'eau. « Maître », a dit la juge à solde, sa voix puissante tombant dans un froid dangereux et terrifiant. Le rapport indépendant d'expertise en écriture conclut que la signature sur ce formulaire d'autorisation ne correspond pas aux échantillons vérifiés du défendeur. Les registres d'authentification de la banque montrent également que le formulaire a été soumis depuis un appareil associé au foyer des demandeurs. Rowana s'est raidi instantanément, ses fausses larmes s'évanouissant. Le visage arrogant de Merrick s'est vidé de toute couleur, devenant d'un blanc maladif. J'ai su instantanément ce qui s'était passé. Ils avaient forcé deux clans à imiter illégalement ma signature. Pensant de manière arrogante que personne dans le système judiciaire ne regarderait d'assez près une simple dispute familiale sur l'argent d'un jeune de 18 ans. La juge à solde a frappé violemment son lourd marteau en bois sur le bloc. Le son fort a résonné dans la pièce silencieuse comme un coup de feu soudain. « Affaire classée avec préjudice », a-t-elle déclaré avec force. La demande ridicule des demandeurs est complètement rejetée. Le contrôle financier et légal complet de la fiducie est accordé immédiatement à Silas. De plus, j'émets un avertissement très strict aux demandeurs. Je transmets le document contesté et le rapport de l'expert au procureur de la République pour une enquête indépendante pour fraude. Je suis resté là, mon cœur battant si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. J'avais gagné. Je suis sorti de ce grand tribunal dans mon costume bon marché et mal ajusté. Ma tête tenue incroyablement haute. Derrière moi, ma famille toxique est restée figée sur ses chaises. Leurs vêtements de créateurs coûteux semblaient soudainement très bon marché sur leur corps pâle et terrifié. J'ai gardé avec succès les $100 000, mais je n'en ai pas touché un seul centime. Pas un seul centime. Je l'ai laissé de côté en toute sécurité sur un compte d'épargne à haut rendement. Je l'ai utilisé mentalement comme une encre pour me garder ancré, un rappel constant de exactement ce à quoi j'avais survécu et de qui j'étais. 4 longues années plus tard, cette encre exacte allait s'écraser violemment directement dans l'avenir soigneusement planifié de mon frère. 4 longues années éreintantes se sont écoulées depuis le matin froid et pluvieux où je suis sorti de ce tribunal de comté. Le temps est une chose très étrange quand on est entièrement concentré sur la survie. Il avance à un rythme agonisamment lent quand vous vous épuisez au travail. Et pourtant, il défile en un instant quand vous regardez en arrière pour voir à quel point vous avez gravi les échelons. Je n'ai pas gaspillé une seule seconde de ces 4 années. J'ai gardé la tête basse, ma bouche fermée et mes yeux complètement fixés sur l'avenir que j'étais déterminé à me construire. J'ai continué à travailler dans mes multiples emplois de travail manuel pendant la journée, utilisant l'épuisement physique pour calmer la colère persistante dans mon esprit. Mais la nuit, j'étais une personne complètement différente. J'ai versé chaque once de mon énergie dans mes cours de technologie de l'information au collège communautaire. C'est là que j'ai rencontré le professeur Linder. C'était un homme plus âgé, incroyablement brillant, qui avait passé 3 décennies à travailler dans la cybersécurité d'entreprises de haut niveau avant de prendre sa retraite pour enseigner. Il ne se souciait pas du statut social ou des milieux fortunés. Il ne se souciait que du talent brut et d'une éthique de travail inébranlable. Un soir, après avoir débogué avec succès une violation de réseau simulée complexe et massive en moins de 10 minutes, une tâche qui a pris plus d'1 heure au reste de la classe, il m'a demandé de rester. Il a regardé mes yeux fatigués, mes vêtements bon marché tachés de graisse, puis il a regardé le code brillant sur mon moniteur. Il m'a dit que j'avais un don, un talent véritable et incontestable pour comprendre les systèmes numériques. Il ne m'a pas seulement donné une note parfaite. Il m'a donné une recommandation directe pour un poste de niveau d'entrée dans une entreprise de technologie d'entreprise massive et très respectée au centre-ville. Je suis entré dans ce bâtiment d'entreprise au mur de verre rutilant pour mon premier jour en tant qu'analyste réseau junior, portant un costume à prix réduit, mais avec un esprit plus aiguisé que n'importe qui d'autre dans la pièce. J'ai travaillé comme un homme possédé par un démon. Alors que les autres analystes juniors prenaient de longues pauses déjeuner coûteuses et partaient exactement à 17 heures, je restais jusqu'à minuit. Je me portais volontaire pour les projets les plus difficiles et les plus compliqués. J'ai restructuré à moi seul tout le flux de travail interne obsolète du département. J'ai écrit un protocole de sécurité automatisé brillant qui a fini par économiser à l'entreprise plus de $2 500 000 en coûts opérationnels annuels. Les dirigeants l'ont remarqué. Vous ne pouvez pas ignorer des résultats comme cela.
En 3 courtes années, j'ai été promu d'analyste junior à coordinateur de projet. Et enfin, à l'âge incroyablement jeune de 22 ans, j'ai été promu au poste prestigieux de directeur principal du recrutement et de la gestion de projet. Mon salaire a grimpé en flèche jusqu'à un chiffre que je pouvais à peine comprendre. J'ai quitté le garage froid et taché d'huile de jet et j'ai loué un magnifique appartement de luxe minimaliste au 20e étage d'un gratte-ciel donnant sur toute la ligne d'horizon de la ville. J'ai acheté une Audi noire élégante et toute neuve, en la payant entièrement en liquide. Je vivais une vie dont la plupart des gens ne font que rêver. Mais savez-vous quelle était la partie poétique la plus magnifique de mon succès? Je n'avais toujours pas touché un seul centime du fonds de fiducie de $100 000 de grand-père Gideon. Tout le montant reposait en toute sécurité sur un compte d'épargne à haut rendement, accumulant des intérêts importants chaque mois. Je ne l'ai jamais utilisé pour payer mes frais de scolarité, ma voiture ou mon loyer. Je voulais me prouver à moi-même et à l'univers que je n'avais pas besoin de leur argent pour réussir, que cet argent était mon trophée silencieux, un témoignage de ma résilience pure et sans aide. Ma vie était paisible, structurée et extrêmement réussie. J'étais enfin heureux. Mais l'univers a une façon très drôle de ramener le passé sur le pas de votre porte au moment où vous vous y attendez le moins. Un mardi matin calme, j'étais assis dans mon spacieux bureau aux parois de verre, buvant une tasse de café noir haut de gamme et examinant une liste numérique de candidats externes pour un poste d'analyste senior très convoité qui venait de s'ouvrir dans mon équipe d'élite. Je faisais défiler les noms à la recherche de qualifications spécifiques lorsque mes yeux se sont soudainement bloqués sur un nom qui a changé le café chaud dans ma bouche en glace. Declan, mon jeune frère, le soi-disant génie, l'enfant chéri qui était censé conquérir le monde pendant qu'on me laissait pourrir dans la caniveau. Il était sur mon emploi du temps. Il avait postulé aveuglément pour un emploi dans mon entreprise, complètement inconscient du fait que le département qu'il essayait désespérément de rejoindre était complètement sous mon contrôle total. Ma vie paisible et parfaite était à son sommet absolu. Mais voir ce nom sur mon écran était comme une allumette tombant dans une flaque d'essence. Je savais que je devais l'interroger, mais je n'avais absolument aucune idée du secret horrifique que j'allais découvrir avant même qu'il ne franchisse ma porte. Je suis resté figé dans mon fauteuil de bureau ergonomique en cuir pendant un long moment, à fixer bêtement les lettres brillantes formant son nom sur mon moniteur haute résolution. Declan. Mon cœur battait avec un mélange étrange et lourd de sombre amusement et d'une colère non résolue profondément enfouie. J'ai cliqué sur son CV joint. C'était un chef-d'œuvre de fiction d'entreprise. C'était magnifiquement formaté, utilisant des mots à la mode forts et agressifs, mais un œil entraîné comme le mien pouvait facilement voir les trous énormes et flagrants. Il avait énuméré une école préparatoire prestigieuse de la Ivy League, mais son véritable diplôme universitaire était mystérieusement absent. Il se présentait comme consultant indépendant en technologie depuis 2 ans, ce qui, dans le monde de la technologie d'entreprise, est généralement le code pour être au chômage et réparer le routeur sans fil de son voisin. J'aurais pu simplement cliquer sur le bouton rouge de rejet à ce moment précis. J'aurais pu lui envoyer un courriel automatisé et dénué d'émotion lui disant que l'entreprise allait dans une direction différente. Cela aurait été facile. Cela aurait été propre. Mais les cicatrices profondes et persistantes de mon âme exigeaient un examen plus approfondi. Je voulais savoir exactement comment le grand et brillant enfant chéri était tombé si bas qu'il en était maintenant à mendier aveuglément pour un emploi dans une entreprise où je me trouvais au sommet absolu de la chaîne alimentaire. J'ai utilisé mon accès administratif avancé et j'ai lancé une vérification d'antécédents complète et incroyablement profonde sur lui. Je voulais voir son empreinte numérique, son historique de crédit, sa vérification d'emploi. Pendant que le logiciel automatisé recherchait agressivement des données sur Internet, une pensée sombre m'a soudainement traversé l'esprit, un souvenir du passé. J'ai ouvert une nouvelle fenêtre de navigateur privé et je me suis connecté à un très ancien compte de messagerie à moi, recouvert de poussière. C'était l'adresse email originale que j'utilisais au lycée, celle que j'utilisais pour postuler dans les universités avant d'être jeté dans la neige. Je ne l'avais pas consultée depuis plus de 4 ans. J'ai dû réinitialiser le mot de passe 2 fois pour entrer. Lorsque la boîte de réception a enfin chargé, elle était remplie de milliers de spams, de vieilles newsletters et de codes promotionnels expirés. J'ai tapé le mot « université » dans la barre de recherche, juste par curiosité morbide. Je voulais voir les lettres de refus que je supposais avoir reçues. Au lieu de cela, un email spécifique d'il y a exactement 4 ans et 2 mois a surgi. Ce n'était pas un refus. C'était un email officiel du service des admissions de l'institut technique le plus prestigieux de l'État. J'ai cliqué dessus, mes mains tremblant légèrement. L'objet disait «
Félicitations pour votre bourse d'études académiques complète. Mon souffle s'est coupé net dans ma gorge. J'ai lu le texte. Il m'avait accepté. Il m'avait offert une bourse complète basée sur mon projet final d'informatique exceptionnel. Le projet même que j'avais réécrit désespérément de mémoire après que Declan a détruit mon ordinateur portable. J'en avais une. J'avais un ticket d'or garanti pour sortir de ma maison toxique. Mais je n'ai jamais vu cet email à l'époque. Pourquoi? J'ai regardé de près l'horodatage numérique et les informations d'acheminement en bas du message. Mon sang est devenu instantanément plus froid que la glace sur l'allée la nuit où j'ai été expulsé. L'email avait été transféré manuellement. Quelqu'un s'était connecté à mon compte personnel sur l'ordinateur familial, avait lu la lettre d'acceptation, l'avait transféré à une autre adresse, puis avait supprimé définitivement l'original de ma boîte de réception principale pour que je ne le voie jamais. J'ai regardé l'adresse de destination à laquelle il avait été transféré. C'était l'email personnel de Rowena. Et juste au-dessus du texte transféré, il y avait une note courte et incroyablement cruelle tapée, et « Maman. Regarde ce que le fardeau a obtenu. Est-ce que je dois supprimer ça pour qu'il pense qu'il a échoué, ou tu veux le faire? Dis-moi, Declan. » J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que ma vision se floute littéralement de larmes chaudes et en colère. Le mal pur et non altéré de cette action était absolument stupéfiant. Ils n'ont pas seulement grandement favorisé Declan. Ils n'ont pas seulement ignoré passivement mon travail acharné. Ils ont activement, malicieusement et intentionnellement détruit tout mon avenir. Ils ont volé mon immense accomplissement et l'ont étouffé dans le noir juste pour s'assurer que je resterais entièrement dépendant, brisé et inférieur à leur précieux enfant chéri. Ils voulaient que je croie que j'étais un échec stupide et sans valeur. Et ils ont conspiré ensemble pour s'assurer que je ne découvre jamais la vérité. La rage qui s'est enflammée dans ma poitrine à ce moment-là n'était pas un feu sauvage et hurlant. C'était un zéro absolu froid, calculateur et terrifiquement calme. Le logiciel de vérification des antécédents a émis un signal sonore, indiquant qu'il avait fini d'analyser l'historique de Declan. J'ai jeté un coup d'œil au rapport détaillé. Il révélait exactement pourquoi il cherchait désespérément du travail. Il avait été renvoyé silencieusement d'une toute petite entreprise de démarrage il y a 6 mois pour avoir explicitement détourné $5000 de leur caisse d'avance. J'ai lentement fermé les fenêtres du navigateur. Je me suis adossé dans ma chaise, j'ai joint mes doigts et j'ai regardé par la grande fenêtre la ville s'étendre en bas. J'ai décroché mon téléphone de bureau, composé le numéro de la réception principale et parlé d'une voix parfaitement égale et professionnelle. Oui, pour les entretiens d'analyste senior demain après-midi. S'il vous plaît, confirmez le créneau de 14 heures pour Declan et assurez-vous qu'il soit amené directement dans ma salle de réunion personnelle en verre. Je gérerai cet entretien spécifique entièrement seul. J'avais la vérité absolue. J'avais les preuves irréfutables. Et demain après-midi, l'enfant chéri allait marcher directement dans les mâchoires du monstre même que sa famille avait créé. Le jour de l'entretien tant attendu est arrivé avec un ciel bleu vif magnifique qui semblait entièrement en contradiction avec la sombre tempête qui préparait violemment dans ma poitrine. Je me suis habillé avec un soin méticuleux et obsessif. Je portais un costume gris anthracite parfaitement ajusté et incroyablement coûteux, une chemise blanche nette et une cravate en soie bleu foncé subtile. Je portais une lourde montre en argent haut de gamme à mon poignet gauche. Je voulais projeter une aura de pouvoir absolu et inébranlable et d'autorité complète. Je suis entré dans la grande salle de réunion moderne au mur de verre à exactement 14h-5. Je m'assis à la tête absolue de la grande table en acajou poli, j'ai ouvert mon ordinateur portable en argent élégant et j'ai disposé une seule copie papier net du CV très romancé de Declan directement devant moi. À 14h précises, la lourde porte en verre a cliqué en s'ouvrant. Ma jeune assistante exécutive a souri poliment et a fait entrer le candidat dans la pièce. Par ici, s'il vous plaît. Le directeur principal vous attend, a-t-elle dit joyeusement avant de reculer et de fermer la porte derrière lui. Declan est entré dans la pièce, rayonnant d'une confiance arrogante et profondément non méritée. Il portait un costume clinquant, un peu trop tendance, qui criait la désespérance se masquant sous la richesse. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, et il avait un grand sourire pratiqué, hautement charmant, plaqué sur le visage. Prêt à conquérir quiconque était assis à la table, il a tourné la tête avec confiance pour regarder l'incroyablement important directeur principal qu'il était censé impressionner. Ses yeux se sont posés carrément sur mon visage. J'ai vu beaucoup de choses incroyablement satisfaisantes dans ma vie.
J'ai vu des codes complexes et cassés se compiler magiquement et parfaitement. J'ai vu mon compte bancaire atteindre des chiffres dont je n'avais jamais rêvé. Mais rien, absolument rien, ne se comparera jamais à la beauté magnifique de regarder le sourire arrogant de Declan se désintégrer violemment en un masque de terreur pure et non filtré. Il s'est littéralement arrêté de marcher en plein milieu de sa foulée. Ses chaussures en cuir poli ont grincé bizarrement contre le sol en dur. Sa bouche s'est légèrement ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Ses yeux se sont agrandis tellement que j'ai pensé qu'ils allaient réellement sortir de ses orbites. Il a cligné des yeux rapidement, une fois, 2 fois, 3 fois, espérant désespérément que son esprit lui jouait un tour cruel. Mais je n'étais pas une illusion. Je suis resté parfaitement immobile, ma posture complètement droite, mes mains reposant calmement sur la table. Je ne l'ai pas dévisagé avec colère. Je n'ai pas ricané. Je lui ai simplement offert un sourire d'entreprise poli, d'un grand froid professionnel. Bon après-midi, Declan, ai-je dit, ma voix fluide, profonde et résonnant fort dans la pièce silencieuse. S'il te plaît, prends siège. Nous avons beaucoup de choses importantes à discuter concernant ton avenir. Il a avalé sa salive si fort que je pouvais voir sa pomme d'Adam bouger violemment. Il a fait 2 pas très lents et incroyablement hésitants vers l'avant et a tiré le lourd fauteuil en cuir en face de moi. Il s'est assis raide, agrippant la coudoir en cuir coûteux si fort que ses articulations sont devenues complètement blanches. Silas, a-t-il enfin réussi à chuchoter, sa voix déraillant pitoyablement. Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai légèrement penché la tête, feignant une légère confusion. Ce que je fais ici? Je travaille ici, Declan. En fait, je dirige tout ce département. Tu as postulé dans mon équipe spécifique. Je suis le directeur principal du recrutement et de la gestion de projet. Maintenant, allons-nous commencer le processus d'entretien formel? Il avait l'air d'être sur le point de vomir physiquement. La réalisation que toute sa carrière potentielle, son besoin désespéré d'un chèque de paie reposait entièrement entre les mains du grand frère qu'il avait impitoyablement torturé et abandonné lui écrasait clairement la poitrine. J'ai ramassé mon stylo en argent et j'ai tapé légèrement contre son CV imprimé. Je vois ici sur ce document que tu prétends avoir une vaste expérience de haut niveau dans les protocoles de sécurité réseau avancés. C'est très impressionnant. Pourquoi ne me guides-tu pas verbalement à travers le processus exact étape par étape que tu utiliserais pour atténuer activement une attaque par déni de service distribué multivectoriel massif sur un serveur financier sécurisé? Il m'a fixé, son cerveau court-circuitant complètement. Il a ouvert la bouche, a balbutié quelques mots à la mode très peu pertinents comme « pare-feu » et « redémarrage », puis s'est tu dans un silence pitoyable et agonisant. La sueur a commencé à se former rapidement sur son front. J'ai laissé le silence lourd et étouffant s'étirer pendant 60 secondes complètes et torturantes. Je suis juste resté assis là à établir un contact visuel ininterrompu et intense, le regardant se noyer lentement dans sa propre incompétence extrême. Approche intéressante, ai-je finalement dit, en faisant une marque lente et délibérée sur le papier avec mon stylo. Pivotons vers ton éducation. Tu énumères un programme préparatoire de la Ivy League très prestigieux ici, mais tu as commodément oublié d'énumérer un véritable diplôme universitaire. Pourquoi as-tu abandonné, Declan? Est-ce que les cours étaient simplement trop difficiles pour un génie certifié? Il a regardé ses mains tremblantes, entièrement incapable de soutenir mon regard. Ce n'était tout simplement pas le bon profil pour mon style d'apprentissage spécifique, a-t-il murmuré faiblement. Un génie qui ne peut pas gérer des cours de base. Fascinant, ai-je répondu calmement. J'avais pleinement profité de le voir se tortiller comme une souris piégée sous un microscope. Mais les jeux étaient officiellement terminés. Il était temps de sortir l'artillerie lourde et de détruire complètement le mythe de l'enfant chéri une fois pour toutes. La température dans la salle de réunion en verre semblait avoir chuté de 10 degrés. Declan suait physiquement à travers sa chemise habillée coûteuse. Son arrogance précédente s'était complètement évaporée, remplacée par l'attitude terrifiée d'un enfant coupable pris dans un mensonge massif. J'ai soigneusement posé mon stylo en argent sur la table en acajou. Le clic net a résonné fort. Tu sais, Declan, ai-je dit, en me penchant légèrement en avant, en croisant mes doigts. Dans ce département d'entreprise spécifique, nous ne valorisons pas seulement les compétences techniques. Nous valorisons l'intégrité absolue. Nous valorisons l'honnêteté. Nous effectuons des vérifications d'antécédents extrêmement approfondies et profondes sur tous nos candidats potentiels.
Les yeux de Declan ont glissé nerveusement vers la lourde porte en verre, comme s'il calculait la distance exacte qu'il devrait courir pour s'échapper du bâtiment. Je suis une personne très honnête, Silas, a-t-il balbutié, tentant un petit sourire très pitoyable. Tu me connais. Je te connais, ai-je confirmé doucement. Je te connais mieux que quiconque sur cette terre, c'est exactement pourquoi j'ai décidé de creuser un peu plus profondément dans ton histoire spécifique. J'ai tendu la main et j'ai appuyé sur un bouton de la console de la table de réunion. Le grand écran de projecteur haute définition sur le mur derrière moi s'est animé silencieusement. J'ai connecté de manière fluide l'affichage de mon ordinateur portable au grand écran. Jetons un coup d'œil rapide à ton idée de l'honnêteté, veux-tu, ai-je demandé. J'ai cliqué sur un fichier et une image agrandie et massive d'un email est apparue sur l'écran brillant. C'était l'email exact transféré d'il y a 4 ans. La lettre d'acceptation de l'université avec la bourse d'études complète, accompagnée de la note moqueuse et incroyablement cruelle de Declan à notre mère lui demandant explicitement s'il devait la supprimer pour me faire sentir comme un échec. Declan s'est physiquement reculé dans son fauteuil en cuir, octant violemment comme s'il venait d'être frappé extrêmement fort dans l'estomac. Toute la couleur restante s'est complètement drainée de son visage, le laissant ressembler à un fantôme terrifié. J'ai gardé mes yeux verrouillés férocement sur les siens. Ceci est une communication officielle d'une université prestigieuse, m'offrant une bourse d'études complète. Une bourse qui aurait complètement changé ma vie à 18 ans. Une bourse que tu as malicieusement interceptée, moquée et supprimée définitivement pour que je sois jeté dans la neige glaciale avec absolument rien. Reconnais-tu ce document, Declan ? Il ne pouvait pas parler. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme un poisson en train de mourir. Il a levé une main tremblante, essayant de formuler une excuse, mais ses cordes vocales l'ont complètement trahi. Mais attends, ai-je continué, ma voix montant légèrement en volume et en autorité froide. Il y a absolument plus dans ton intégrité stupéfiante. J'ai cliqué à nouveau sur la souris. Le grand écran est passé à un rapport financier officiel extrêmement détaillé provenant de la petite entreprise de technologie dans laquelle il avait travaillé précédemment. J'ai surligné un paragraphe spécifique et profondément accablant en jaune vif. Il est clairement indiqué ici dans ce rapport confidentiel d'entreprise que tu as été brusquement licencié il y a 6 mois avec un préjudice extrême. La raison officielle, avoir détourné exactement $5 000 de la caisse d'avance de l'entreprise sur une période de 3 mois pour rembourser tes dettes de carte de crédit personnel croissantes. Ils ont généreusement choisi de ne pas porter de plainte pénale pour éviter une mauvaise publicité, mais ils ont pleinement documenté ton vol. Declan s'est complètement effondré. Il a enfoui son visage dans ses mains tremblantes, laissant échapper un sanglot pitoyable et aigu. Silas, s'il te plaît, a-t-il supplié, sa voix étouffée par ses paumes moites. S'il te plaît, ne me fais pas ça. J'étais juste un gamin stupide à l'époque. Maman et papa m'ont mis la pression et l'argent. J'étais désespéré. J'ai des dettes incroyablement terribles. J'ai besoin de cet emploi pour survivre. S'il te plaît, tu es mon frère. Je me suis levé lentement de ma chaise. J'ai boutonné le bouton central de ma veste de costume sur mesure. J'ai regardé l'épave d'homme larmoyante et brisée assise en face de moi. Ce n'était pas un génie. C'était un voleur profondément défectueux, paresseux, malicieux qui avait été artificiellement soutenu par des complices toxiques toute sa vie. Nous ne sommes pas frères, ai-je déclaré froidement, ma voix coupant ses sanglots pitoyables comme une lame de rasoir tranchante. Un frère ne vole pas l'avenir d'un homme pour en rire ensuite. Tu n'es pas un génie, Declan. Tu es une fraude. Tu es un élément incontrôlable profondément incompétent et hautement anti-éthique. J'ai tendu la main vers mon téléphone de bureau et j'ai appuyé sur un seul bouton. Oui, la sécurité, ai-je dit calmement. Declan s'est levé d'un bond de sa chaise, la panique prenant complètement le dessus. Silas, non. Tu ne peux pas faire ça. Maman et papa vont perdre la maison. Je n'ai pas scié. Je l'ai juste fixé avec une glace absolue et inébranlable dans les veines. Tu es officiellement rejeté de cette entreprise. Declan, si tu postules à nouveau ici ou si tu mets un jour le pied dans ce bâtiment, je te ferai arrêter pour violation de propriété privée. 2 grands gardes de sécurité très intimidants dans des uniformes noirs impeccables sont entrés dans la pièce. Ils ont fermement attrapé Declan par les bras. Il pleurait ouvertement maintenant, des larmes coulant sur son visage rouge alors qu'il le traînait physiquement hors de la pièce, le long du grand couloir en verre, et le jetait dans la rue animée.
J'avais détruit avec succès son illusion arrogante en quelques minutes. Mais la destruction absolue de l'enfant chéri n'était que le premier domino à tomber. La nouvelle de cet échec catastrophique allait frapper le monde fragile de mes parents comme un train de marchandises massif et imparable. Le son incroyablement satisfaisant de la porte de la salle de réunion cliquant en se fermant derrière les gardes de sécurité était comme une musique magnifique à mes oreilles. J'ai calmement déconnecté mon ordinateur portable du grand projecteur. J'ai pris le CV extrêmement fabriqué et ridicule de Declan et je l'ai lentement broyé dans la machine robuste dans le coin de la pièce. C'était fait. Le monstre terrifiant qui avait hanté mon enfance n'était rien de plus qu'une fraude pitoyable et larmoyante. Mais je n'en avais pas entièrement fini avec mon travail précis et calculé. Je crois en une justice absolue et indiscutable. Je suis retourné dans mon spacieux bureau d'angle, je me suis assis à mon bureau et j'ai rédigé un email hautement détaillé, professionnel et entièrement factuel. J'ai joint la preuve numérique irréfutable de l'interception malveillante des emails par Declan, l'acceptation de la bourse volée ainsi que les journaux d'adresse IP vérifiés montrant l'appareil exact qu'il avait utilisé pour commettre le sabotage académique. J'ai envoyé ce dossier complet directement au conseil principal d'éthique et d'admission de la prestigieuse université à laquelle il avait si désespérément essayé d'assister. Je n'ai pas demandé une punition violente. J'ai simplement déclaré qu'en tant que professionnel éthique dans le secteur de la technologie, je me sentais légalement obligé de signaler une violation massive de l'intégrité académique impliquant leur système de communication officiel. Le résultat immédiat a été catastrophique pour lui. L'université a mené une enquête interne rapide et brutale. 3 jours plus tard, l'université a annulé l'admission de Declan et a documenté la fraude dans son dossier académique. D'autres institutions examinant ses futures candidatures verraient l'inconduite, rendant l'acceptation dans un programme réputé extraordinairement difficile. Son avenir académique était entièrement et définitivement réduit en cendres. Mais l'effet domino de son échec monumental ne s'est pas arrêté à lui seul. Il s'est rapidement propagé aux complices qui avaient construit son piédestal fragile. J'ai gardé une oreille très discrète sur le terrain grâce à quelques anciens voisins de ma rue d'enfance. La nouvelle de l'effondrement total de Declan a frappé Merrick et Rowana comme un tremblement de terre dévastateur. Ils avaient stupidement souscrit d'énormes deuxièmes hypothèques à taux d'intérêt élevés sur leur maison et avaient complètement plafonné plusieurs cartes de crédit pour maintenir la grande illusion de richesse du succès imminent de leur enfant chéri. Ils croyaient fermement qu'il allait décrocher un poste exécutif massif et rembourser toutes leurs dettes croissantes. Lorsque Declan est rentré à la maison en pleurant, sans emploi, déshonoré académiquement et exposé comme un petit voleur, leur monde entier s'est violemment brisé. La banque locale a rapidement commencé les procédures de saisie sur leur belle maison de banlieue. La petite entreprise de Merrick, qu'il avait négligée pendant des années pour se concentrer sur ses vantardises à propos de Declan, a complètement coulé, perdant ses contrats principaux en raison d'une gestion incroyablement pauvre. Ils se noyaient officiellement dans un océan massif de dettes et leur bouée de sauvetage doré venait de se transformer en un lourd bloc de plomb massif. Environ 2 semaines après l'entretien désastreux, j'étais assis confortablement sur le canapé en cuir moelleux de mon appartement de luxe, buvant un verre de bourbon coûteux et lisant un manuel technique. Il était presque minuit. Soudain, l'interphone interne sur mon mur a bourdonné fort. J'ai appuyé sur le bouton de communication. « Oui » ai-je demandé. « Monsieur Silas, c'est le concierge de la réception » a résonné la voix polie dans le haut-parleur. « Je m'excuse pour le dérangement extrêmement tardif, monsieur, mais il y a un couple âgé ici dans le hall principal. Ils sont très agités. Ils prétendent être vos parents et ils exigent agressivement de vous voir immédiatement. La sécurité les empêche actuellement d'accéder aux ascenseurs. Dois-je appeler la police locale ? » J'ai fait une pause, faisant tourner le liquide ambré dans mon lourd verre en cristal. Les personnes même qui m'avaient froidement jeté dans la neige glaciale avec absolument rien essayaient maintenant désespérément de s'introduire dans ma forteresse chaude et luxueuse. L'ironie était si incroyablement épaisse qu'on pouvait la couper avec un couteau. « Non, n'appelez pas encore la police », ai-je répondu avec fluidité. « Gardez-les exactement là où ils sont. Je descends au hall dans un instant. » J'ai posé mon verre, ajusté les poignets de ma chemise sur mesure et je suis monté dans l'ascenseur privé. J'étais sur le point de porter le coup dévastateur final en utilisant l'arme exacte qu'ils avaient essayé de me voler il y a 4 ans. L'ascenseur privé est descendu silencieusement, descendant 20 étages en l'espace de quelques secondes. J'ai regardé les chiffres numériques défiler vers le bas, mon cœur complètement calme, ma respiration parfaitement égale. Les portes ont glissé avec un carillon doux et coûteux,
révélant le grand hall en marbre incroyablement opulent de mon bâtiment. Debout au centre de la pièce, ayant l'air entièrement hors de place, entouré de lustres en cristal imposants et d'art moderne, se trouvaient Merrick et Rowena. Ils avaient l'air absolument terribles. Merrick avait pris 10 ans en l'espace de 2 semaines. Sa posture était fortement voûtée, son visage profondément marqué par un stress sévère et ses vêtements semblaient nettement froissés. Rowena avait l'air maniaco-dépressive, ses cheveux légèrement en désordre, ses yeux grands ouverts et frénétiques, serrant un sac à main bon marché contre sa poitrine. 2 grands gardes de sécurité en tenue élégante se tenaient fermement entre eux et les rangées d'ascenseurs. Quand ils m'ont vu sortir, Rowena a immédiatement dépassé les gardes et s'est précipitée vers moi, éclatant en sanglots hystériques bruyants. « Silas ! Oh mon Dieu, Silas, mon doux garçon !» a-t-elle crié, tendant ses mains comme si elle voulait désespérément m'embrasser. J'ai levé une seule main ferme, la stoppant net dans sa course à exactement 1 mètre de moi. « Ne me touchez pas !» ai-je ordonné, ma voix résonnant froidement sur les murs de marbre. « Dites ce que vous avez à dire et sortez de mon bâtiment. » Merrick s'est avancé, se tordant les mains de manière nerveuse. « Silas, s'il te plaît. Nous sommes complètement désespérés. La banque locale prend notre maison la semaine prochaine. Declan est entièrement sur liste noire. Il ne trouve aucun travail et mon entreprise est complètement en faillite. Nous n'avons absolument plus rien. Nous avons entendu parler de ton poste incroyablement élevé dans l'entreprise. Nous savons que tu gagnes d'énormes sommes d'argent. S'il te plaît, tu dois nous aider. Nous sommes ta famille aimante. » J'ai laissé échapper un court rire complètement dénué d'humour. « La famille ? Vous m'avez jeté dans la neige glaciale avec un téléphone éteint et sans manteau d'hiver quand j'avais 18 ans. Vous m'avez poursuivi agressivement devant un tribunal, prétendant que j'étais instable mentalement, juste pour me voler mon héritage. Et vous avez activement conspiré avec un voleur pitoyable pour détruire ma lettre d'acceptation à l'université. Vous n'êtes pas ma famille. Vous êtes des parasites incroyablement toxiques. » Rowena est tombée dramatiquement à genoux sur le sol en marbre froid, sanglotant bruyamment et causant une scène massive. Je l'ai regardée, ne ressentant absolument aucune pitié, juste un sentiment profond et calme de conclusion ultime. C'est incroyablement drôle que vous abordiez désespérément l'argent de grand-père Gideon ce soir, ai-je dit, en atteignant la poche intérieure de ma veste de costume. Parce que j'ai enfin décidé exactement quoi faire avec ces 100 000 $ spécifiques ce matin. J'ai sorti une feuille de papier haute qualité pliée. C'était un communiqué de presse officiel de l'entreprise fraîchement imprimé. Je l'ai déplié et l'ai remis directement à Merrick. Il l'a pris avec des mains tremblant de manière agressive, ses yeux parcourant frénétiquement le texte en gras. J'ai liquidé tout le compte aujourd'hui, ai-je expliqué lentement, en regardant le reste d'espoir se vider complètement de leurs yeux. J'ai pris les 100 000 $ originaux de grand-père Gideon et je les ai personnellement égalés avec 100 000 $ supplémentaires provenant de mes propres économies privées. J'ai utilisé le total combiné pour établir officiellement le fonds de bourse d'études en technologie Gideon Mémorial. Merrick a levé les yeux vers moi, sa bouche ouverte d'un choc pur et non altéré. Quoi ? C'est un fonds caritatif permanent et spécialisé, ai-je continué, ma voix portant le poids lourd d'un juge absolu lisant une sentence finale. Il est conçu spécifiquement pour fournir des bourses d'études académiques complètes et des allocations de subsistance à des jeunes adultes doués et travailleurs qui ont été sévèrement maltraités, sabotés ou financièrement abandonnés par leurs familles très toxiques. L'argent est entièrement parti, Merrick. Il est légalement verrouillé dans une fiducie intouchable dédiée à aider des personnes exactement comme moi à survivre à des personnes exactement comme vous. Rowena a arrêté de pleurer. Elle m'a juste fixé, le visage complètement neutre, son cerveau incapable de traiter la finalité dévastatrice absolue de mes paroles. « Tu as tout donné », a chuchoté Merrick, sa voix déraillant violemment. « Alors que ton propre frère de sang meurt de faim. » Je me suis approché, le regardant directement dans ses yeux terrifiés. L'argent de grand-père est actuellement utilisé pour construire des avenirs brillants pour de vrais génies travailleurs. Quant à votre précieux fardeau, je vous suggère de tous apprendre à vous porter vous-même parce que j'en ai officiellement fini de porter le poids de vos échecs. Je leur ai tourné le dos sans un autre mot. Alors que les lourdes portes de l'ascenseur glissaient en se fermant, nous séparant pour toujours, j'ai vu Merrick s'effondrer physiquement sur un banc en cuir, enfouissant son visage dans ses mains, complètement brisé. Je suis rentré dans mon appartement calme et magnifique et je me suis dirigé vers les grandes baies vitrées du sol au plafond. J'ai regardé la ville vaste et brillante en bas,
observant les petits phares des voitures se déplacer comme du sang à travers les artères de la métropole. Pour la toute première fois de mes 22 ans de vie, ma poitrine semblait complètement légère. Il n'y avait plus de colère persistante. Il n'y avait plus de besoin désespéré de me prouver à quiconque. L'ombre lourde et étouffante de ma famille toxique était définitivement éradiquée de ma vie. Je ne les avais pas seulement vaincus. J'avais utilisé leur immense cruauté comme le carburant même pour me construire un empire absolu. Les retombées de cette nuit dans le hall ont été prévisiblement pitoyables. D'après ce que j'ai entendu par le réseau d'anciens voisins, la banque a saisi leur maison avec succès quelques semaines plus tard. Merrick et Rowana ont été forcés de déménager dans un tout petit appartement d'une chambre très étroite dans une partie très peu désirable de la ville. Merrick a pris un emploi mal payé de conducteur de camion de livraison. Ironiquement, le même travail manuel exact qu'il utilisait pour me moquer vicieusement d'effectuer quand j'avais 18 ans. Declan, le grand génie inégalé de la famille, travaille actuellement dans l'équipe de nuit comme caissier dans une station-service locale ouverte 24h24, complètement dénuée de toute perspective d'avenir. Ils sont définitivement piégés dans une prison misérable et étouffante de leur propre création, et la clé a été jetée pour toujours. Quant à moi, ma vie a continué à prospérer brillamment. J'ai demandé à Jay, la seule personne qui m'a soutenu inconditionnellement quand je dormais sur le béton glacial, de quitter son emploi de mécanicien. J'ai entièrement financé ses certifications informatiques avancées et je l'ai finalement fait entrer dans mon département d'entreprise en tant qu'analyste de système très bien payé. Nous travaillons maintenant ensemble chaque jour, gérant des projets massifs et mangeant des steaks coûteux les vendredis soirs. Il est mon vrai frère. La famille que vous choisissez est toujours largement supérieure à la famille profondément défectueuse dans laquelle vous êtes né par hasard. La plus grande vengeance que vous puissiez jamais obtenir contre des personnes toxiques n'est pas de leur crier dessus ou de recourir à la violence physique. La plus grande vengeance absolue est de construire silencieusement et sans relâche une forteresse massive et impénétrable de succès, de richesse et de paix profonde, puis de changer calmement les serrures pour qu'ils ne puissent plus jamais mettre le pied dans votre magnifique monde. Ils voulaient que je sois un fardeau, mais je suis devenu la montagne même qu'ils ne pourraient jamais grandir à escalader. Récemment, malgré le fait que j'ai explicitement bloqué tous leurs numéros de téléphone, Rowana a réussi d'une manière ou d'une autre à trouver ma nouvelle adresse email d'entreprise. Elle m'a envoyé de longs emails désespérés et incroyablement pitoyables une fois par semaine, me suppliant agressivement de les aider à rembourser un prêt sur salaire à taux d'intérêt élevé qui menace actuellement de ruiner leur tout dernier brin de crédit. Elle utilise constamment le mot « pardon » et affirme qu'un bon fils devrait honorer ses parents dans leur moment de besoin absolu. J'ai donc une question très sérieuse pour vous tous qui regardez cette vidéo aujourd'hui. J'ai sérieusement envisagé d'imprimer l'image d'un simple billet de $1, de la mettre dans une carte de vœux bon marché, d'écrire le mot « fardeau » en de grands caractères noirs, et de l'envoyer par la poste à leur nouvel appartement minuscule. Est-ce que cela pousse la vengeance un peu trop loin? Ou devrais-je simplement maintenir un silence total ininterrompu et les laisser continuer à se noyer dans leurs propres conséquences misérables? Vous êtes le jury aujourd'hui. Dites-moi exactement ce que vous pensez que je devrais faire dans les commentaires ci-dessous.